Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Eh bien, merci de nous accueillir. Hein. Sur la maison que je suis en train de faire. Voilà. Ah, bien. Vraiment de beaux volumes. Oui. C'est sympathique. Il faudra nous expliquer un peu, vous faire visiter la maison. Tout à fait. Et puis, nous expliquer plus en détail pourquoi nous sommes là. D'accord. La maison est quelque chose qui est posé quelque part sur la planète. Donc il y a un espace qu'on appelle un spot, comme disent les Anglais, qu'on appelle un lieu, le lieu. Le lieu est un bout de planète posé quelque part et sur laquelle on a posé la maison. Aborder la maison comme ça, sans tenir compte du global, c'est un peu à côté de la plaque, il manque quelque chose. Voilà. Et là, la première des choses à faire lorsque j'arrive sur la maison, là, c'est de savoir comment ça se passe sur ce lieu. Comment ce lieu vit la problématique de la maison et puis des maisons autour, en fin de compte. Oui, je ne travaille pas avec ma mémoire, donc il y a toujours un fond un fond d'acquis naturellement sur lequel on s'appuie, bien sûr, mais ça m'est très difficile de refaire toujours la même chose. Voilà, ça c'est assez étonnant, donc je suis systématiquement en intuition. Voilà, quand j'arrive quelque part, je ne sais pas comment ça va se passer, même si j'ai globalement la ligne de conduite que je respecte bien sûr, mais par exemple là je ne sais pas du tout comment je vais aborder la maison. Je suppose. Hein. Donc là vous avez la pièce principale avec le salon, la salle à manger, d'accord. La cuisine juste derrière. À cet étage-là vous avez 2 chambres. Et là, ça c'est la chambre d'Annie, mais pour l'instant c'est ma fille qui est dedans parce qu'elle ne veut pas aller dans sa chambre. Et après, au-dessus, il y a 2 autres chambres. Toilettes et les toilettes. Alors ça, c'est la porte qui descend au garage. Je peux ouvrir? Bien sûr, je vous en prie. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est le garage devant lequel nous sommes garés. Tout à fait. D'accord. Je vais mettre en place les paramètres qui vont me permettre d'apprécier ce qui se passe. Et pouvoir agir le plus rapidement possible. Ces paramètres, je les fais pour moi et non pour vous. Mon objectif, c'est pas de vous décrire les problématiques qu'il y a là, puisque vous les connaissez, vous les vivez. Oui. Mon action là va être uniquement pour moi, pour savoir comment je vais orienter mon action après. Je vais commencer à modifier le rapport, ça c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, le rapport de la maison au lieu, à cet endroit unique sur la planète sur laquelle je trouve. Ouais, nous habitons la planète Terre. Oui. Voilà, on l'oublie trop souvent. Qu'on circule autour du soleil, etc., etc. Voilà, et cette position particulière de votre maison doit être comprise. Donc il y a cette approche globale qui est très importante pour la suite des événements. Donc je vais ramener progressivement, ça va me prendre des heures, la maison, les murs de la maison, la forme de la maison dans le caractère du lieu. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'antinomie, qu'il n'y ait pas de conflit, comme ça semble être le cas. Une fois que j'ai visité la maison de fond en comble,
Eh bien, j'ai la maison dans la tête et je vais chercher non pas des détails dans lesquels je vais me perdre, je vais passer la matinée ou voire les 3 quarts de la journée à faire une analyse de la problématique fine. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est des globalités. Par exemple, je vais aller chercher, puisque je sais où est mon or, je vais aller chercher la problématique Hartmann. Voilà, dans les années 50, un médecin allemand a trouvé des phénomènes qu'on a appelés les réseaux Hartmann. Bon, il ne voulait pas trop qu'on lui donne son nom, mais c'est comme ça. Bon. Ces réseaux sont des phénomènes assez particuliers. D'autres personnages avant lui avaient découvert leur existence. Je pense par exemple au docteur Perret dans les années 30, qui avait observé, qui avait également des phénomènes que lui avait appelés cosmotelluriques, voilà, qui étaient orientés nord-sud, est-ouest, comme les réseaux Hartmann d'ailleurs. Voilà. Mais la taille était différente. Alors, ces réseaux Hartmann font, nous dit la littérature abondante là-dessus, sans toutefois qu'elle soit argumentée, il faut quand même le reconnaître, nous dit qu'ils font 2 mètres par 2,50 mètres. Que l'on soit au nord de la France ou au sud, et que ça peuplerait peut-être même toute la planète. Bon. Le docteur Perret avait remarqué, donc quelques décennies avant, avait remarqué que des phénomènes existaient, effectivement, et il avait remarqué il pouvait y avoir une synergie entre une mauvaise santé, voire même carrément un cancer, au croisement de ce qu'il avait découvert, des phénomènes qu'il avait appelés cosmotelluriques. Voilà, il avait essayé de communiquer avec ses pairs à l'époque, mais ça n'avait pas marché. Il l'avait regretté sur le tard de sa vie. Voilà. D'autres personnages ont découvert des particularités de ces réseaux. Je pense par exemple à Romani, qui était un physicien et qui avait fait une sorte de récapitulation des travaux d'Einstein et qui avait découvert également des réseaux qu'on a appelés les réseaux Romani. Puis après, il y a eu les réseaux de première, deuxième, troisième catégorie, les réseaux Curie qui sont à 45 degrés par rapport à ceux qui sont orientés nord-sud, est-ouest. Enfin, on s'aperçoit que des réseaux, il y en a de plus en plus. Là, nous sommes dans les années 60, 70, 80. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait une particularité, une différence entre les réseaux Hartmann et les réseaux Perret. Les réseaux Perret vont varier en forme et en dimension selon où l'on se trouve. Petit à petit, on a fini par comprendre la corrélation qu'il y avait entre la latitude, c'est-à-dire notre position sur la courbure de la planète, et la taille du réseau. Chose que n'a pas le réseau Hartmann. Le réseau Hartmann est fixe. Le réseau Hartmann n'est pas le réseau global, comme on le voit, comme on peut le lire un peu de partout. Le réseau Hartmann est un réseau de réaction. C'est un réseau qui apparaît lorsque il y a une pollution particulière. Bien, alors maintenant qu'on a coupé le général, je vais vérifier où en sont les Hartmann. Donc pour ça, je me cale, puisqu'ils sont orientés nord-sud, est-ouest. Voilà, global Hartmann. Présence des Hartmann, je suis à, on va dire, entre 5 et 10%. Quoi. Donc, je me cale maintenant sur l'écurie. L'écurie, ça s'écrit, c'est pas une écurie, hein. CU2RY, hein, voilà. Voilà, pollution d'écurie, je suis à moins de 10%. Donc ça va beaucoup mieux. On a vraiment une problématique liée à l'électricité. Donc la présence électrique, l'installation électrique, les systèmes électroniques, tout ce qui fait l'installation de la maison. Voilà.
Alors, on va mesurer maintenant la prise de terre, c'est-à-dire c'est la prise électrique hein, dont il est question. J'ai branché cet appareil qui est un ohm-mètre de boucle voilà, sur la prise et on aura l'information à la fois de la tension et de la résistance de boucle en fin de compte. Une prise, celle-ci là, tiens. Ah mais dis donc, pareil. Ouais, les électriciens ne sont pas toujours avertis de ça. Elle est montée à l'envers, donc là juste simplement. Voilà. Ce petit rallonge qui inverse simplement la tension. J'ai 238 volts ici, donc c'est bien. J'envoie mon courant, mon impulsion, et le retour est à 7 ohms,6. 7 ohms, c'est bien, on ne va pas se plaindre. Hein. Voilà, nous pourrions planter le décor de la géobiologie. Pour comprendre les tenants et les aboutissants, il faut être en mesure d'en apprécier les paramètres. Or, ceci démarre très loin de la Terre, puisque la Terre, eh bien, est une sorte de corps vivant. D'ailleurs, les anciens l'appelaient Gaïa, lui donnaient un nom. Ce corps vivant eh bien, tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour du noyau de la galaxie. Voilà. Restons autour du Soleil. Le Soleil, on va dire, est le maître des lieux. C'est lui qui envoie de la lumière, de manière rythmique, bien sûr, et qui envoie également des vents solaires qui sont des vents électrisés, ionisés. Et lorsqu'ils arrivent au contact avec l'électricité de la Terre, puisque la Terre produit son propre champ magnétique, électrique et magnétique, du fait des mouvements du noyau, eh bien, il y a comme ça, à l'endroit où nous vivons, une sorte d'échange. Et lorsque cet échange est favorable, bien harmonieux, bien, on va dire bien équilibré, même si le terme est peut-être pas très juste, eh bien, les habitants qui vivent là, que ce soit des végétaux, des animaux ou des humains, eh bien, sont en bonne santé, quoi, bien dans leur peau. Qu'est-ce qui peut venir troubler ce bel équilibre, cette belle harmonie? Eh bien, on va dire, il peut y avoir des phénomènes naturels, comme un sous-sol un peu mouvementé, tourmenté, avec des métaux, par exemple, ou des granites, ou des sols pas très stables. Voilà. Que l'eau, c'est la vie. Souvent, elle a mauvaise réputation. Hein, on nous appelle parce que un sourcier est passé par là, ou un radiesthésiste, et qui dit ben, il y a de l'eau sous la maison, c'est dangereux, ici et ça. Alors, une chose importante de l'eau, sur l'eau, c'est que celle-ci porte la vie. Une deuxième chose importante sur l'eau, c'est que l'eau, c'est le féminin. Et le féminin, il y a une sorte d'acceptation, de soumission apparente aux choses. C'est, on va dire, passif. Et l'eau est passive, elle va recevoir passivement les informations qu'on lui envoie. Si par exemple en amont de là où nous nous trouvons, il y a sur une veine d'eau qui passe sous la maison une antenne téléphonique, par exemple, ou bien un cimetière, ou je ne sais quelle pollution vibratoire, eh bien l'eau, même si elle est à 50 ou 100 mètres, elle va prendre l'information et la restituer en aval. À nous de changer l'information de cette eau d'une manière favorable. Alors maintenant, les failles sont des autres phénomènes auxquels nous faisons attention en géobiologie. La faille est une cassure de la croûte terrestre du fait des grandes aventures de la Terre au fil des temps, au fil des éons,
Et ce sont un peu les rides de notre visage, hein, les rides de la planète, quoi. Il y a de part et d'autre de la faille des courants qui passent, mais mal. Et lorsqu'un courant a des difficultés, eh bien, il va développer du champ magnétique, voire changer de polarité. Et c'est ce qui se passe au-dessus d'une faille. On a très souvent un changement de polarité de l'électricité et une augmentation du champ magnétique. Alors si on est posé comme ça, comme nous le sommes maintenant par exemple, sur plusieurs minutes ou plusieurs heures, comme dans un lit par exemple, eh bien la faille va causer des dommages, peut-être des douleurs et peut-être à la longue un problème de santé plus ou moins grave, quoi. Voilà. Voilà pourquoi il est important de regarder si sous son lit il n'y a pas un passage de faille. C'est compliqué là. Un point là, un peu de compressé et en même temps un peu, me sens un peu vide. Le chien a complètement changé d'habitude, il est tout fou, il se planque sous les lits, il se planque, voilà. Et en même temps, c'est une sensation bizarre parce que bon, des maux de tête, ça prend vraiment dans les tripes. On sent qu'il y a quelque chose qui se fait. On ne peut pas le définir parce que je n'ai pas les termes pour le définir. Il y a un mélange de bien-être et en même temps de compression. Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens. Le chien, alors, a des attitudes complètement bizarres, vraiment bizarroïdes. Ouais, il part comme un fou, il est bizarre. Je pense qu'il faut préciser un peu ce qui se passe. Là maintenant, il y a un travail de fond qui s'opère à la fois sur le lieu, puisqu'on agit dehors, quand même, il faut le préciser, et dedans, à plusieurs endroits. Il y a une sorte de brassage. J'aime bien le terme de Mananda Mohi qui avait expliqué à un moment donné, on ne peut pas nettoyer une mare sans faire de mauvaises odeurs. Hein. On va aller chercher les vieilles boues, tout ça, et donc quand ça remonte, ça peut être désagréable. Je pense qu'il est temps d'expliquer comment, dans les grandes lignes, comment j'opère. D'abord, nous l'avions dit en préalable, je constate que la maison est posée entre terre et ciel. Ça, c'est une évidence. Que les échanges terre-ciel sont modifiés par elle. Alors, qu'est-ce qui peut modifier les échanges terre-ciel de l'endroit où nous nous trouvons? Première des choses, c'est la forme. Avant qu'il y ait de l'électricité, avant qu'il y ait des portes, des fenêtres, etc., eh bien, la maison a une forme. Elle a été construite, elle a été bâtie, et la forme est précise au millimètre près. Et cette forme va peser plusieurs centaines de tonnes. Et ces plusieurs centaines de tonnes vont presser la terre, la poinçonner, modifier ainsi ce rapport particulier. On va modifier la qualité du lieu simplement en posant une forme sur le terrain qu'on avait choisi. On peut, avec cette forme, dégrader la qualité d'ambiance de ce terrain, c'est-à-dire il ne sera plus du tout comme avant, ou peut-être l'améliorer si on a su exploiter ce qu'on appelle le caractère du lieu et mettre dans la forme une partie de celui-ci. Voilà. Et là, on va travailler sur les rythmes, la mesure, les proportions. Nous allons travailler sur les orientations. Tout ça, ça nous amène bien sûr un petit peu plus loin, un peu plus profond, mais voilà les outils avec lesquels nous opérons. En ce qui concerne la maison d'ici, elle est déjà construite, et donc il faut utiliser des systèmes différents. Ces systèmes différents, eh bien, c'est toujours la forme, mais c'est une forme
qui est transitoire. J'utilise là en ce moment le lame. Lame est très efficace parce qu'il agit en profondeur. C'est une forme qui entre en relation avec le global. Et dans le global, il y a l'humain. Il y a la planète, il y a le ciel, il y a la forme des murs, la matière des murs, la matière du sol. Il y a tout cet environnement. Entre en relation également avec le lame, la partie subtile, on va dire spirituelle de la nature. Et c'est ainsi que très souvent, lorsqu'on pose le lame, eh bien, les esprits de la nature s'approchent et viennent regarder avec curiosité ce qui se passe, et toujours avec humour comme ils en sont capables. Le devin du lieu, donc au-dessus des esprits de la nature, le devin du lieu est très intéressé également et participe à la modification parce qu'il a compris que là, il a une possibilité d'action supplémentaire et il utilise le vecteur proposé par la forme d'une manière habile, profonde, on va dire éclairée, hein, qui connaît bien son affaire. Voilà, il est chez lui. Hein. Donc, c'est ce qui se passe depuis ce matin. Eh bien, comme la maison est installée, je ne peux pas changer les murs. J'agis sur la nature des échanges, la qualité des échanges, et j'induis ce changement, j'injecte, pardon, ce changement, cette vibration à l'aide d'électrodes, voilà, qui sont calculées de manière très précise, hein, pour cette opération-là, et en elles-mêmes, de par leur forme et leur qualité et leur matière, eh bien, elles participent à la vie du lieu, quoi. Voilà, mais d'une manière très transitoire. Je suis parti d'une fréquence basique que l'on calcule en fonction de la latitude, puisque, pour faire simple, la Terre tourne, et si le Soleil se déplace dans le ciel, c'est l'illusion du ciel qui bouge. En réalité, c'est la planète. C'est nous qui tournons. Et ça nous donne l'impression, au fur et à mesure que la Terre tourne, que le Soleil se déplace comme ça. Et il y a tout au long de l'année des rythmes qui s'installent. Et ces rythmes sont solaires. Ces rythmes sont basés sur la lumière. Voilà. Et toute vie, encore une fois, toute vie est rythmée par la lumière qui nous inonde quotidiennement. Et ces rythmes vont varier en fonction de notre latitude, c'est-à-dire de notre position sous la courbure de la planète. Si je suis au pôle, par exemple, ça va tourner assez lentement. Les jours et les nuits vont être longues. Il va y avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À l'équateur, eh bien, ça tourne beaucoup plus vite. Et là, le passage du jour à la nuit est presque instantané, quoi. Ça va très vite, quoi. Et sur les latitudes à laquelle nous sommes là, eh bien, la chose est beaucoup plus nuancée. Mais c'est intéressant de connaître ce rythme pour pouvoir le redonner. Et c'est ce que je fais tranquillement, je le redonne. Et je le redonne à travers une forme, la forme que j'évoquais tout à l'heure, la forme, le lame là. Le lame va colorer l'énergie électrique. Parce qu'il y a quand même, derrière, il y a une fréquence électrique, il y a tout un tas de technologies, de nucléaire, de fils, etc. Donc il faut arrêter, filtrer ce qui est intéressant dans l'électricité. Hein. Donc ça, c'est le rôle du lame, qui va amener une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus vivante. La chambre, là, pour ce lit un peu particulier, qui est un beau lit, mais avec une tête de lit complexe et en bois,
il y a derrière une prise électrique. Il y en a même deux au moins. Voilà. Plus une petite rallonge qui déborde et qui sert la nuit à charger les portables ou brancher un petit ordinateur, etc. Voilà. Donc on est visiblement, l'appareil, le petit détecteur montre qu'il y a une pollution qu'on pourra mesurer éventuellement tout à l'heure si c'est nécessaire. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de chambres maintenant. Nous avons des appareils, on est connecté de ci, de là, et on a des fils qui traînent sous le lit, la plupart du temps contre le lit, c'est-à-dire le bois du lit se trouve électrisé par les fils qui traînent au sol. Ah ben voilà. Donc on a plusieurs niveaux de fréquence. C'est parti. Voilà, donc on va tester les hyperfréquences de tout cet ensemble maintenant. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une radio box, il y a un téléphone DECT, une télévision high-tech qui peut être connectée, je suppose. Enfin, on va voir. Allez, voilà. Donc, là, on se trouve à 2,50 m, 3 mètres. Et là, pareil, je vais le baisser un peu, il est à fond, et même il dépasse très largement ses possibilités. C'est-à-dire qu'on est bien au-delà de 2 volts par mètre, on est peut-être à 10 volts, voire au-delà, hein, ici. Donc ça commence à être sérieusement perturbant. Il va falloir trouver une solution. Donc je m'approche. Alors voilà, oui, cette clé-là, en fin de compte, c'est un dongle Google, ça. Oui, je le reconnais bien. Alors je vais le débrancher. Je débranche simplement son alimentation. Voilà, donc il est plus branché. Et on a encore un problème. Donc, je me dirige vers le téléphone sans fil, téléphone DECT. Voilà. Et je vais débrancher. Voilà. Là, j'ai débranché, on va dire, la base du téléphone sans fil. Et j'ai débranché également le téléphone sans fil, le DECT, parce que si le DECT, le téléphone lui-même, qu'on tient à la main, n'est plus en relation avec la base, et il va crier au secours, je suis perdu. Et donc il envoie des ondes, Donc il faut vraiment enlever les piles. Nous allons faire un petit test avec cette lampe à sel. C'est vrai que bien souvent on rencontre des petites problématiques avec ce type de lampe, qui sont censées être une lampe pour le bien-être. Voilà, donc elle est branchée. Vous l'avez branchée, oui, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du chat électrique. Voilà, voilà, on arrive jusque là. Hein. Je peux vous mettre à contribution. Oui, bien sûr. Mettez-vous là si ça ne vous ennuie pas. Voilà, voilà, mettez pas vos doigts sur la... Je vais, moi, maintenant, débrancher la prise. Je vais se rapprocher. Voilà, rapprochez-vous. Voilà ce que ça donne. Oui, voilà ce qui se passe pour les lampes d'ambiance, lampes de chevet, lampes à sel, comme nous venons de voir, eh bien, c'est que celles-ci sont équipées, la plupart du temps, d'interrupteurs unipolaires. Cet interrupteur unipolaire va donc couper l'électricité uniquement sur un fil. Tant qu'elle coupe sur le fil rouge ou noir de phase, par exemple, eh bien, c'est parfait. Le courant n'arrive pas et on voit que la lampe éteinte ne pollue pas, ne rayonne pas. En revanche, si après avoir fait le ménage, eh bien, on inverse la prise, on débranche et puis on la remet, mais ce coup-ci à l'envers, ça coupe, l'interrupteur unipolaire va couper sur le neutre. Et là, l'électricité part, bien sûr, suit le fil de phase, va alimenter la lampe et arriver à l'interrupteur. Et donc, l'électricité est dedans, ça ne s'allume pas, il n'y a pas de courant, hein, et ben, ça rayonne. Voilà pourquoi, voilà comment expliquer ce petit mystère, ce petit tour de magie réalisé par Josie tout à l'heure. Tu vois, à l'intérieur des mains, c'est ce que je te dis hier quand je t'ai pris ta main, on a un potentiel. Tu vois, ces mains-là, elles sont capables de tout. Hein, elles sont capables de caresses, elles
elles sont capables d'aller plus de méchanceté, elles sont capables de donner, elles sont capables de recevoir. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter. Hein? Accepter de donner et de recevoir. Ça, je dis aux gens, faites-vous confiance. Moi, je suis là. Hein? Je viens me trouver. J'ai rien à échanger avec toi. Les mains sont fermées. Tu vois? Et tu n'as rien à me donner. Parce que j'accepte pas. Mais si je fais ça, je peux te donner, mais je peux recevoir un échange. Tu vois? Il y a un échange qui se crée. C'est ça l'énergie. Tout simplement. Tu vois? C'est très important. Nous nous déplaçons pour quelqu'un. C'est pas pour nous qu'on se déplace, c'est pour quelqu'un. Voilà, pour une famille, pour une entreprise, pour un élevage, pour un champ de vigne. Oui, en général, nous sommes intervenus que dans des champs de vigne jusqu'à présent. Hein. Dans des chais, voilà. Et donc c'est toujours pour quelque chose. Nous sommes pas forcément bien dans notre maison. Ceci dit, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous êtes bien, qui veut nous faire venir, ah moi je suis très bien dans ma maison. Et puis, au bout de quelques minutes, les problèmes commencent à apparaître. Et ben, c'est quand même difficile. Et des petits problèmes apparaissent. Peut-être qu'on dort mal la nuit, ou qu'on fait des mauvais rêves, ou bien on perd un peu son envie, l'envie de vivre, l'envie d'entreprendre. Alors quand quelqu'un a une entreprise et qui vous dit « mais depuis que j'habite là, j'ai plus envie en fin de compte ». Je me motive tous les matins pour aller faire fonctionner mon entreprise. Pourtant, c'est une belle entreprise. Je l'aime, elle me fait gagner de l'argent. Il y a des gens qui vivent de cette entreprise. Et bien, ça m'est difficile, par exemple. Hein. Ou bien c'est un couple qui s'est installé là, et depuis qu'ils sont là, ben, ma foi, une routine s'est installée. Ils n'ont plus le goût d'être vraiment ensemble. Enfin, ils sont ensemble parce qu'ils ont l'habitude, mais la flamme qui les animait n'est plus tout à fait là. Depuis qu'ils habitent dans cette maison. Ou bien il y a des douleurs qui s'installent, par exemple. Et les douleurs peuvent être à l'origine d'une maladie, ou peut-être peuvent représenter les premiers signes d'une maladie qui va s'installer, peut-être, pas sûr, mais dans quelques mois ou quelques années. C'est pas brutal, c'est rare qu'une maison soit brutale. Une maison, les ambiances d'une maison, d'un bâtiment, on va dire de manière générale, vont agir sur le vivant d'une manière relativement lente. Il va y avoir une progression. On s'installe dedans et on ne se rend pas compte qu'on est de jour en jour de plus en plus différent de celui que nous étions auparavant. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose, puisque la maison nous parle, et la maison, nous l'avons choisie. Et si nous l'avons choisie, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a résonné par rapport à cette maison. Après, bon, pourquoi? Ça, c'est une autre chose. Et pourquoi on fait appel aux géobiologues? Ça veut dire que peut-être qu'il y a assez de ressentis, assez de choses qui ne vont pas, et que maintenant il est temps de changer les choses. Soit je déménage, soit je trouve les moyens de changer l'ambiance à la maison. Et ça, c'est un autre processus qui se met en route. Le premier, c'est la descente dans les problèmes, la reconnaissance du problème, et ensuite, on se libère.
on se libère, on tend vers une libération, on va chercher les moyens de sortir de ce problème. Et quand on cherche, on trouve. Alors ça peut être simplement une action, je ne sais pas laquelle, ou l'appel à un géobiologue, par exemple, qui saura faire. Alors après, bon, comment choisir un géobiologue, c'est une autre démarche, ça. Hein. Peut-être qu'on abordera ça tout à l'heure.